Donc, je suis Adeline Rançon, la chargée de mission de la Maison Nature et Patrimoine. Et voici Chloé Robert qui est en stage à l'association Petra Castellana et qui... Vas-y, présente-toi. Bonsoir tout le monde. Donc Chloé Robert, association Petra Castellana en stage. Je me suis chargée avec Adeline. Ici c'est Laure. On s'est chargé de la scénographie, du commissariat d'exposition, de tout le montage de l'exposition, de rédiger les textes avec une lecture de Jean-Luc. Sous contrôle, bien sûr, à chaque fois de Jean-Luc, ici, notre spécialiste. Voilà, le spécialiste qui nourrit les expositions chaque année ou tous les 2 ans. Tout à fait. Donc merci beaucoup d'être venu ici. Donc, on va faire une introduction de cette exposition. On espère que Jean-Luc Demange sera bientôt là pour nous rejoindre, pour vous expliquer un peu mieux peut-être le travail du chanvre. Donc pourquoi une exposition déjà sur le chanvre à Castellane? C'est une tradition qui s'est perdue depuis très longtemps. C'est une anecdote que raconte souvent Jean-Luc, lorsque les grands-mères sortent leur linge de leurs armoires, elles disent souvent que c'est du linge de lin. Alors qu'en fin de compte, ce n'est pas du lin, c'est du chanvre. Donc on a même perdu la tradition de ce savoir, de cette connaissance, du fait qu'on a cultivé du lin et transformé du lin sur le territoire. C'est une tradition qui s'est perdue dès la fin du 19e siècle. On a continué à travailler un petit peu le chanvre jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'aux les premières années du 20e siècle, mais c'était du chanvre importé d'Italie, du Piémont. Donc ici, le chanvre a été cultivé comme partout en Europe jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, et depuis le néolithique, on cultive le chanvre en Europe. Ça se développe énormément au Moyen-Âge jusqu'au 19e, et toute cette période de l'époque moderne, on en fait des vêtements, on en fait des cordages. C'est vraiment quelque chose du quotidien. C'est absolument pas connoté comme ça peut l'être connoté aujourd'hui, parce que la feuille de chanvre, ça fait partie de la famille du cannabis. C'est du cannabis sativa, qui sert vraiment plutôt au qu'on appelle aussi cannabis industriel, contrairement au cannabis indica, qui est le cannabis indien, qui lui est récréatif, comme on dit poliment. Voilà. Le cannabis sativa, le chanvre, c'est quelque chose de tout à fait commun dans toute la France, dans toute l'Europe et dans la vallée du Verdon. C'est-à-dire que chaque famille, ici, c'est une culture vivrière très domestique, cultive sa parcelle de champ. Ça peut être une parcelle de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, pour pouvoir après s'en servir pour faire ses propres chemises. Et vraiment, c'est quelque chose de très, très commun et de vivrier, de domestique. Donc cette exposition, elle est là pour mettre en valeur la culture du chanvre, depuis la botanique, qu'est-ce que le chanvre en lui-même, voilà, faire la différence entre le chanvre qui sert à s'habiller, à faire du cordage, et qui sert à beaucoup d'autres choses maintenant, et le chanvre qui sert simplement à s'amuser un petit peu. Donc l'idée c'était vraiment de parler de toutes les étapes de transformation du chanvre jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de cette plante qui est tout simplement extraordinaire. On peut en faire des choses, des centaines de choses, et j'ai envie de passer la main peut-être à Chloé qui va expliquer comment elle a créé cette scénographie et ton parcours aussi peut-être. Pourquoi tu as créé la scénographie ici? C'est parce que tu viens d'un master de scéno déjà. Oui, c'est vrai, je pourrais me présenter tout à fait. Ouais. Donc je viens d'un master d'art de l'exposition et de la scénographie. Donc c'est une formation qui est dispensée par l'Université de Lorraine à Metz. Et je suis venue ici parce que j'ai trouvé effectivement ce sujet quelque peu intriguant, le chanvre et sa transformation en textile, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout, on pense pas du tout à cette utilisation du chanvre de nos jours. C'est vrai que c'est plus récréatif. Et je me suis posé la question pendant toute la conception de la scénographie, comment mettre en valeur des objets qu'on a complètement oubliés, qui sont dans nos greniers, qui sont dans nos sous-sols, et qu'on n'utilise plus, on ne voit plus ce que c'est, à tel point qu'on en détourne leur fonction. Donc on s'est demandé, quand même, c'est un travail collaboratif, on s'est demandé comment redonner l'importance à ces objets oubliés, à l'image de cette culture du chanvre qui a été oubliée au fur et à mesure des années. Voilà. Donc par rapport au cordage, à toute cette partie d'usage agricole, d'usage domestique,
On a utilisé des cordages dans la scénographie pour pouvoir tenir cette magnifique lisse de métier à tisser que vous voyez au centre. On a utilisé une couleur verte pour pouvoir faire ressortir des objets qui sont plutôt des couleurs très naturelles, en bois, en matière, en chanvre, mais aussi en métal, aussi, vous verrez dans l'usage agricole plus tard. Alors, tu as parlé de la lisse, justement, donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais là, c'est vraiment l'élément central du métier à tisser. C'est le dernier tisserand de Haute-Provence qui nous l'a prêté, c'est un prêt, donc de Philippe Gravilla, qui a vraiment apporté beaucoup de choses au niveau des connaissances du tissage, de la culture du chanvre. Lui, il vit dans la vallée de la Tinée, donc à Puget-Rostan. Et donc, cet objet un petit peu étrange, c'est ce qui va servir à tisser le chanvre, mais aussi la laine. Enfin, c'est le même métier, en fait, qui peut servir à beaucoup de choses. Et vous voyez que, en fait, ça, ce qu'on appelle la partie en métal, c'est la lisse. La lisse de métier à tisser. Et l'ensemble, on l'appelle aussi parfois la lisse, mais c'est une partie de métier à tisser. Et les fils vont s'entrecroiser pour pouvoir créer ce tissage de fils. Donc on voit que ici le fil commence à créer le tissu. Et donc de l'autre côté, on a essayé de recréer une frise chronologique dans la pièce suivante. Je vous invite à me suivre. Pièce avec Chloé et puis les membres de l'association, on s'est dit que ce serait quand même sympa et très parlant de tout simplement comment on part d'une graine. Une graine, ça peut être le même processus pour une graine de lin, voilà, une graine de coton, pourquoi pas. Hein. Comment on part d'une graine, donc du végétal, pour arriver à un tissu. Donc, tout bêtement, on a la graine et à la fin, on a le tissu. Voilà, c'est pour vraiment relier le végétal à l'objet terminé, en tout cas quasiment terminé. Donc, vous imaginez que les champs de chanvre, c'était des champs de chanvre qui étaient très importants en volume, c'est-à-dire que c'est une plante qui va faire 2,50 m, 3 m de haut. Vous voyez voilà, là, elles sont un petit peu, elles sont plus courtes, elles sont élevées, mais c'est une plante qui est très très haute, donc c'est imposant par la taille. Donc on va les cultiver, bien sûr, et surtout on ne coupe pas le chanvre, on l'arrache, parce que les tiges soient le plus long possible. Après, on va le faire sécher. Ensuite, on peut garder le jour. Après le séchage, on le fait rouir. Alors, le faire rouir, c'est tout simplement le mettre dans des bassines. Enfin, dans certaines régions, c'est dans des rivières, pour le faire pourrir, pour commencer à faire pourrir en fait la fibre extérieure. Parce qu'à la suite de ce rouissage, qui va durer plusieurs jours, eh bien, on récupère la fibre, on la laisse sécher un petit peu, et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de casser les tiges de chanvre pour pouvoir récupérer la fibre à l'intérieur. Donc pour broyer la tige de chanvre, on va utiliser ce billot à maillotchage. On peut utiliser l'abroix également pour briser en fait la paille qui se trouve autour de la fibre. Donc ici on a la fibre et de l'autre côté, eh bien c'est le début en fait de la fibre textile. C'est la fibre après qu'on va encore travailler pour faire le tissu. Et il y a vraiment plusieurs étapes. Hein. C'est un travail qui dure vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et donc après avoir rouillé, après avoir cassé la fibre, c'est là qu'on va peigner la fibre. Et je vois que Jean-Luc vient d'arriver. Donc... Je ne sais pas si tu as fait un préambule. Si, un petit peu, voilà. Le chanvre, c'est un sujet peu connu qui continue pour nous le travail sur le textile qu'on a commencé à présenter l'année dernière. Mais pour le coup, on voulait abonder avec un sujet qui est un peu dans l'air du temps, puisque c'est à la mode, même dans les supermarchés, vous pouvez trouver des graines de chanvre, ne vous avisez pas de les semer. C'est maintenant du chanvre, tu l'as expliqué, monoïque et plus dioïque. Donc ils ont tout faux, là. Ils ont tout faux. En tout cas, nous, pour la tradition, c'est que dans les témoins que j'ai pu enregistrer dans les années 1990, personne ne se rappelait ici, dans la vallée du Verdon, avoir vu cultiver du chanvre. Par contre, il suffit d'aller dans les Alpes-Maritimes pour que les résultats soient tout à fait différents. À Saint-Étienne-de-Tinée, par exemple, on a cultivé du chanvre jusque dans les années 70, 1970. On peut dire qu'ils avaient presque un siècle de... je ne vais pas dire de retard, mais de décalage. Donc, c'est vrai que voilà, pour avoir des renseignements précis
sur ce qui est présenté là, on est allé voir du côté des Alpes-Maritimes. C'est pour ça qu'on remercie tous les partenaires, je ne sais pas si tu l'as fait, mais pas encore, tous les partenaires. Mais je vois Bruno qui est là, et donc on a des objets de l'écomusée de la Roudoule. On a aussi des objets prêtés par le musée de Salagon. Et puis ensuite, on a des particuliers et des associations. En particulier, donc, l'association de patrimoine du village de Marie, dans la Basse-Tinée, qui nous a prêté de nombreux objets qui sont là. Et on remercie Francis Yamous et le maire de Marie de la collaboration. Et puis surtout, Philippe Graglia, qui, comme d'habitude, comme chaque année, l'année dernière, il nous avait prêté les plus belles pièces. Et cette année, c'est encore le cas, puisque pratiquement tout ce que vous allez voir à côté, c'est lui qui l'a tissé. Donc Philippe Graglia, c'est le dernier tisserand de toutes les Alpes du Sud. Il est né en 1936 et il a appris le tissage traditionnel dans les années 50 à Saint-Étienne-de-Tinée, Val-de-Blore et Dronero, pour ceux qui connaissent, dans la Val-Maritime. Donc, pour revenir au chanvre, la culture du chanvre, c'est quelque chose qui existait chez nous, puisqu'on a encore des quartiers qui s'appellent les Tchanabiers. Plus bas, c'est les Canabiers. Donc, à la Baume, il y a le quartier des Tchanabiers. À la Palue, on a retrouvé 2 broies à chanvre de ce type, et j'en avais donné une au musée de Draguignan. Donc, on en connaît déjà 3 comme ça. Donc, si la particularité de ce que vous avez devant, c'est que vous pouvez aller en Italie, vous pouvez aller en Roumanie, vous pouvez aller en Espagne, c'est exactement les mêmes objets. Le seul objet qui varie, c'est le rouet. Le rouet, c'est un marqueur identitaire très fort, qui change de forme, de modèle, de technique, de système en fonction des vallées. Par contre, tout le reste, c'est la même chose. Alors, tu en étais où? J'en étais après le broyage, au serronçage. Après le broyage. Donc, le broyage, il y a un truc rigolo, c'est qu'en provençal, ça se dit la brègue, les brègues, et que très probablement, quand on dit faire et la brègue, faire et les brègues, dire qu'on a la mâchoire qui ressemble à cette grande bouche. Voilà. C'est pas 100% juste, certain, mais ça pourrait venir de là. L'expression faire et la brègue, c'est-à-dire avoir la gueule aussi grosse que la machine. Une fois qu'on a donc broyé, on passe au serrançage ou peignage. En fait, les peigneurs de chanvre, quand ils allaient dans les villages, il y avait des villages de peigneurs de chanvre dans les vallées alpines, en particulier dans le Piémont, qui exportaient leur savoir-faire dans toute la Provence. L'hiver, ils allaient peigner pour les gens. C'était pareil pour la laine, ils allaient aussi peigner la laine pour les gens. Et on disait peigner le chanvre, peigner la laine. En réalité, le vrai terme, c'est serrancer. Ça permet de ne pas confondre le peignage de la laine et le serrançage du chanvre. Ce n'est pas du tout les mêmes objets. Ces peignes, ils vont par série de 3. Il en existe aussi un qui est beaucoup plus grossier, qui permettait de faire tomber les derniers débris de la chènevotte. Tu as dit qu'on faisait les allumettes avec? Non, pas encore. La chènevotte, les débris ligneux qui tombaient là-dessous, on les trempait dans du soufre et on en faisait les allumettes. Les allumettes, oui, les allumettes. Ça, on attachait ces serrants sur une planche, sur un balcon, sur un banc, et on jetait la poignée. On n'en a pas, il faudra qu'on en sorte. On jetait la poignée broyée dessus pour, évidemment, aller en affinant progressivement la fibre, la filasse, qui peu à peu se classe, grâce à ces 3 serrants, en 3 catégories de filasse. Le peignage à la main permettait d'obtenir 3 filasses. La filasse grossière, celle que vous connaissez des plombiers là, la filasse moyenne et la filasse fine qu'on appelle dans les Alpes la riste.
Dans le Var, on appelle ça le couard. Le couard, le cœur. Donc, avec l'ariste, on faisait les chemises des femmes et des hommes. Avec la filasse moyenne, on faisait les gros draps grossiers. Et avec la filasse grossière, on faisait les cordes et les très gros draps très grossiers. Voilà. Vous allez les voir. Donc, évidemment, on pouvait mélanger les diverses catégories pour obtenir des catégories intermédiaires. Voilà. Une fois que la fibre était mise en paquet, en poupée, il fallait la filer. Alors là, on a beau avoir installé un rouet, il vient de la rate, c'est le rouet d'Argenton. Donc c'est le même que c'est exactement le modèle, ça c'est un rouet du Fugeret, mais c'est le modèle de Castellane. Apparemment ces rouets ils étaient fabriqués à Soleias, il y avait une espèce d'industrie de bois tourné à Soleias au 19e. Bien qu'on ait mis un rouet, le chanvre n'était pratiquement jamais filé au rouet en Provence et dans les Alpes du Sud. C'est possible de le filer au rouet, mais c'est compliqué. Parce que le rouet, ça va très vite si on pédale, ça tourne très vite et il faut que la fibre soit absolument parfaite et d'excellente qualité pour que ça marche. C'est beaucoup plus facile de filer la laine au rouet que le chanvre. Parce que le chanvre, il faut mouiller la fibre en crachant dans les doigts. D'où les contes des fileuses. Si vous connaissez le conte des 3 fileuses, il y en a une qui a un gros pied parce qu'elle a pédalé, il y en a une qui a des gros doigts parce qu'elle a trop tiré, et une elle a une grosse bouche parce qu'elle a trop craché. Donc il paraît que les fileuses de chanvre suçaient des pruneaux toute la journée pour saliver. Dans certains endroits, il y avait des petits bols où elles humectaient leurs doigts. La fibre est très sèche, comme vous pouvez l'imaginer, pleine d'irrégularités, et donc le filage à la main permet d'obtenir un fil de bien meilleure qualité pour le coup que le filage au rouet. En plus, dans nos pays, le filage au rouet, c'est un filage, comme vous l'imaginez, pour filer au rouet, il faut être assis et pratiquement rien faire. C'est-à-dire être au chaud à la maison, devant le poêle. Or, dans nos montagnes, même l'hiver, à moins qu'on soit enfoui sous la neige, même l'hiver, les femmes pouvaient garder les moutons s'il n'y avait pas de neige dans les travers, et tout en gardant les moutons, elles filaient à la quenouille. Donc la quenouille, c'est en fait cette chose tout à fait préhistorique là. Je dis préhistorique puisqu'on retrouve des pesants de fuseaux dès la préhistoire. Donc la quenouille, ça ne va pas sans le fuseau. L'un ne va pas sans l'autre. La quenouille, c'est ce bâton fendu. À Castellane, il est fait avec en général une canne de Provence pyrogravée. Plus haut, à Alos, il est fait dans une tige de noisetier qu'on a aménagée, comme vous le voyez, en faisant une ouverture. Cette ouverture, elle permet d'attacher la poupée de filasse au-dessus par un ruban, de disposer le fil tout le long, d'attacher en bas par un autre ruban, de planter la quenouille dans le tablier, enfin dans la jupe, d'attacher la quenouille par un petit ruban à l'épaule, moyennant quoi la quenouille après, elle bouge plus, même si tu marches, même si tu gardes les moutons, elle n'a pas bougé ta quenouille. Ensuite, tu as besoin des 2 mains pour filer. Une main qui, évidemment, qui étire le fil, et une main qui contrôle le fuseau, puisque le fuseau, le fil va être bloqué sur le petit crochet de la tie. La tie, c'est cette partie mobile qui est en fer ou en laiton. Et donc, on va faire une quenouillée. La quenouillée, c'est la longueur de fil que l'on fait. On bloque, évidemment, on fait tourner. Et donc, le filage, c'est le double résultat de l'étirement et de la torsion. Donc, ça paraît simple, mais en fait, c'est une technique qui nous vient de la préhistoire et qui a été constamment perfectionnée, bien que les outils soient très simples. Donc, ça va pas vite, mais ça fait du fil parfait. Du fil parfois si fin
que par exemple, pour faire du fil à coudre, on en a là, pour faire du fil à coudre, il fallait retordre 2 fils de chanvre filés. Donc ça veut dire qu'on arrivait à faire un fil si fin avec ça qu'il en fallait 2 pour faire du fil à coudre. Vous imaginez la finesse du fil qu'on peut faire à la main. Avec le rouet, on n'y arrivait pas. Donc ça, par contre, à Castellane, avant la guerre de 14, toutes les vieilles filaient le chanvre. Mais ce n'était pas du chanvre qui avait poussé ici. C'était terminé. Comme on était dans une ville de foire, mais Castellane, la nôtre, c'était pareil, on vendait du chanvre qui venait du Piémont. Dans toutes les foires provençales, les femmes ici achetaient du chanvre piémontais. Alors de Bologne, ou quand je dis piémontais, c'est le Piémont du nord de l'Italie. Et c'était un chanvre particulièrement fin, d'excellente qualité, et qui évidemment pouvait peut-être, à ce moment-là, être filé au rouet. Voilà. J'en dis pas plus sur... Alors ensuite, une fois la fusée de fil, voilà l'étymologie de fusée. Hein. Une fusée, c'est un fuseau chargé de fil, d'où la fusée. En Provence, la fuaue, c'est le nom qu'on donne aussi à l'épi de maïs. C'est le nom qu'on donne aussi à un melon d'hiver très ovoïde. Donc la fusée de fil étant, tous les soirs, elles étaient dévidées. Ici, vous en avez des fusées de fil pas finies, mais enfin, qui datent de cette époque. Et vous voyez la finesse du fil, qui donc était doublée pour pouvoir pour servir de fil à coudre. Cette fusée de fil était dévidée le soir, et pour dévider, on se servait de dévidoir. Le dévidoir à axe horizontal, les 2 qui sont là, permettaient d'obtenir un écheveau, l'escagne. Ces écheveaux, pourquoi on s'amusait à faire des écheveaux? Pour les blanchir à la lessive. Donc il fallait embugada, c'est-à-dire mettre à la bugade, exactement comme on faisait la bugade des draps, on faisait la bugade des écheveaux de chanvre, parce qu'évidemment, il fallait essayer de blanchir ce fil le plus possible avant de le faire tisser. Et donc, successivement, on les lessivait 3 fois, ces écheveaux de chanvre, pour enlever le plus gros de la couleur, quoi. Voilà. Moyennant quoi, ensuite, il y avait un deuxième dévidoir à axe vertical, sur lequel on mettait l'écheveau. Il suffisait de tirer et on refaisait les pelotes. Une fois qu'on avait les pelotes, on les faisait sur des coquilles d'escargot. Il faudra en mettre. Donc la tradition, c'était de prendre une coquille d'escargot de Bourgogne. C'était le début des pelotes de chanvre, toujours. De façon que... ensuite, on a mené ça au tisserand. C'était la fin du travail domestique. Les témoins de la Beaume m'ont tous raconté qu'ils étaient jeunes pendant la guerre de 14, leur père était parti au front, ils étaient élevés par leur grand-mère, toutes les vieilles à la Beaume filaient. Elles filaient pendant des années, et au bout de 5-6 ans, elles en avaient assez pour faire une pièce de toile. Et donc là, il y a eu une apogée, le dernier coup, le chant du cygne des tisserands de la vallée. Les 2 derniers, c'était Audibert à Rougon et Étienne Groulet à Saint-Julien, l'oncle de Madame Pascal, pour tous ceux qui connaissent tout ça. Donc Étienne Groulet, lui, et Monsieur Audibert, ils ont dû tisser jusqu'à la guerre de 39, grosso modo. Voilà. Avant ou après, à la fin, au début ou à la fin de la guerre, ils ont tissé les dernières pièces de la vallée avec du fil qui avait été filé par les vieilles pendant la guerre de 14. Sauf que bien sûr, pendant la guerre de 39, on faisait feu de tout bois et on était bien content d'aller faire une pièce de drap, de toile de ménage par les derniers tisserands de la vallée. Donc on peut dire que voilà, les dernières pièces de chanvre qui ont été tissées dans la vallée, elles ont été faites juste autour de la Deuxième Guerre mondiale, pas après. Après, ça a été terminé.
à Saint-Étienne-de-Tinée jusque dans les années 60, maximum 60. Voilà. Après, ils ont continué d'en semer pour faire les cordes. Parce qu'évidemment, avec le chanvre, on faisait aussi les cordes. Par derrière, vous avez juste quelque chose qui est assez intéressant, c'est la navette à main et la navette roulante. Donc le tisserand à toile, c'est pas le tisserand à drap. Sur les anciens métiers, les historiens savent bien que dans les archives, on a une distinction permanente entre tisseur à toile et tisseur à drap. Le tisseur à drap, il tisse la laine, le tisseur à toile, il tisse le chanvre. C'est pas le même bonhomme. Il n'a pas le même métier à tisser. C'est très rare que le type il fasse les deux. À cette époque-là, donc le tisseur à toile, c'est quelqu'un qui a un petit statut dans le village, tout petit, parce que comme le cordonnier, le tisserand, c'est un pauvre type. Il est pauvre. Parce que tu ne peux pas bien gagner ta vie, même dans la société traditionnelle, tu ne peux pas bien gagner ta vie en étant tisserand. Donc il faut bien imaginer que tous ces tisserands de village, ils étaient paysans aussi. C'était des paysans pauvres et des tisserands pauvres, et ils avaient deux métiers pour survivre. Voilà. Pourquoi c'est pauvre? Parce que, par exemple, jusqu'aux années 1860, la navette roulante n'existait pas dans nos vallées. La navette roulante, ça a l'air de rien, mais c'est un modernisme échevelé, ça. Hein. Vous avez un marteau sur le métier à tisser, le marteau va piquer, va taper là, et la navette va rouler dans un rail métallique en défaisant le fil de trame. Donc ça a été volé, cette technique, elle a été volée par les tisserands de village, elle a été volée parce que le savoir, il se volait toujours. Autrefois, il était volé, hein. On ne le donnait pas, hein. On ne donnait jamais rien. Donc il a été volé aux fabriques. C'est-à-dire que les gens, les tisserands de village, ils allaient se faire employer dans des fabriques, et ils essayaient d'emporter une navette roulante, et après ils essayaient d'adapter leur métier à la navette roulante. Parce qu'avant, c'était la navette à main. Et la navette à main, eh ben, il fallait l'envoyer à la main. Et dans un sens et dans l'autre. Donc vous imaginez le perfectionnement entre les deux. Le travail du tisserand, pourquoi il était ici, on l'appelait souvent le babi des crottes, le crapaud de cave. Donc c'était un métier un peu déprécié, comme le cordonnier. Le cordonnier, il était déprécié parce que le cordonnier sentait mauvais, il travaillait avec la poix. Et le tisserand, il était déprécié parce qu'il travaillait dans des caves humides, et autrefois, c'était pas très valorisé, quoi, hein. Voilà. Que dire de ce qui est là? Il faut penser aussi que le tisserand, tisser, c'est pas... Quand on voit un tisserand tisser, bon, il pédale, poum poum, il bat son battant, ça avance, pas vite, mais un tisserand peut... S'il tissait de la toile fine, il pouvait en faire 5 mètres par jour. En 80 de large, hein. Vous imaginez, 5 mètres de toile pour le drap. Hein. Si c'était de la toile grossière, il allait jusqu'à 15 mètres par jour. Mais il y avait des pièces de toile qui pouvaient faire jusqu'à 120 mètres de long. Donc, et le problème, c'est pas tant de tisser, c'est d'installer la pièce de toile sur le métier. Alors donc l'installation de la pièce, l'ourdissage et l'installation de la pièce de toile sur le métier, ça prend des jours entiers. Et c'est des jours entiers où le tisserand ne gagne rien. C'est pour ça que traditionnellement, l'ourdissage était fait en présence du... C'est comme moulin à huile, vous savez. On a tellement peur de se faire roustir qu'on y va au moulin à huile, on se fait roustir quand même, mais on est rassuré parce que on était là avec le moulinier. Je parle du moulin à huile d'olive. Hein. Ça devait être pareil pour le meunier à farine. On essayait d'être là, d'assister au truc. C'était pareil pour l'ourdissage. L'ourdissage, c'est une opération qui consiste à mesurer la longueur du fil et le nombre de fils nécessaires pour la pièce de toile.
Donc, en fonction des pelotes de chambre que tu amènes, évidemment, il faut que tu tombes d'accord avec le tisserand de voilà, je t'ai amené ça, ça va me faire quoi à la fin? D'accord? Donc, le propriétaire aidait le tisserand à ourdir pour qu'il tombe d'accord sur la longueur de la pièce qui allait en résulter. Et donc, en général, ce jour-là, c'était le propriétaire qui payait la nourriture au tisserand, qui apportait le repas. Un peu comme au moulin à farine, c'était pareil. C'était le propriétaire qui nourrissait le meunier quand on perdait la journée voilà, au moulin. Une fois qu'on a ourdi, on a donc le fil, le nombre de fils correspondant à la pièce, et on défait cet ourdissage en faisant la fameuse chaîne. C'est pour ça qu'on parle du fil de chaîne, parce qu'on fait une espèce d'entrecroisement pour ne pas que les fibres se mélangent les unes avec les autres. Et ensuite, il faut installer ces fils sur le métier. C'est un vaste... Ça, c'est la partie la plus complexe. Bon, j'ai une conférence avec des diapos que je pourrais vous faire plus tard. Ici, ce n'était pas trop possible. Ben, vous le voyez ici, l'ourdissage. Mais vous reviendrez pour voir. Il faut installer la pièce. Installer la pièce, ça prend une journée entière encore. Parce qu'il faut attacher, si vous avez 1200 fils pour faire une pièce d'1 mètre de large, il faut attacher 1200 fils qui sont dans le harnais qui est là. Le harnais, il est là, il va falloir attacher les 1200 fils qui passent dans les différentes dents du peigne. Donc, en moyenne, pour attacher 1200 fils, il fallait 6 à 7 heures. C'est une journée entière. Ça, c'est le harnais. On n'a malheureusement pas pu démonter un métier à tisser, mais c'est le cœur du métier à tisser, c'est ce qu'on appelle le harnais. Il y a 2 harnais porte-lisses qui sont vers le haut et 2 qui sont vers le bas. Ils sont commandés par des pédales, et les lisses, c'est une lisse, c'est un fil qui passe dans un petit anneau de part et d'autre des 4 porte-lisses qui sont là. C'est évidemment ce système qui va permettre, vous voyez bien que ça ne marche pas ici, on n'a pas ouvert fil pair et fil impair. Donc je suis désolé, je ne l'ai pas pu installer. Donc là, il faut remonter celui-ci et descendre l'autre pour avoir l'ouverture fil pair, fil impair. C'est à l'intérieur de... Ça, c'est le peigne. C'est derrière le peigne que la navette va passer entre le fil pair et impair et dérouler le fil de trame. Voilà. Donc, grâce à ce système qui se perfectionne dans le courant du Moyen-Âge, puisque vous savez qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus archaïque, où on tisse verticalement. Là, depuis le Moyen-Âge, on tisse horizontalement. On a donc le fil de chaîne qui passe et le fil de trame qui est en travers. Le tisserand de village, il pouvait faire 7 tissus différents, s'il était riche. Parce qu'en général, le petit tisserand de hameau, il n'avait que 2 peignes. On ne peut pas imaginer, mais ça coûtait une fortune. Ça me paraît impensable aujourd'hui, mais c'était fait en canne de Provence, en petits morceaux de canne collés et attachés ensemble. Plus tard, ça a été fait métallique, mais la plupart des petits tisserands de hameau n'avaient que 2 peignes qui permettaient de faire de la toile à chemise et de la toile grossière. C'est tout. Le tisserand plus modernisé, lui, il avait jusqu'à 5, 6, 7 peignes qui lui permettaient de faire les tissus qu'on va voir là. Ça, c'est le plus grossier qu'on pouvait faire, mais comme grossier ne veut pas dire qu'on ne soignait pas le travail. Hein. Vous voyez que c'est tout bordé, marqué, parce qu'évidemment la marque c'était capital. Attention, au début 19e, Philippe nous a montré les gens étaient illettrés, donc ils ne brodaient pas avec des marques,
ils brodaient avec des icônes, hein. Ils mettaient des croix, ils faisaient des étoiles. Ça, c'était l'époque où ils ne savaient encore ni lire ni écrire. Ça, c'est le plus grossier, au plus fin, qui évidemment servait pour faire les chemises. Alors, c'est en fonction de la grosseur du fil qu'on pouvait obtenir ça. Tout ça, c'est Philippe Graglia qui les a tissés, depuis une cinquantaine d'années. Malheureusement, aujourd'hui, il ne peut plus tisser. Ici, vous avez de la miedjolane. La miedjolane blanche, c'était la couverture pour porter le pain au four. Le pain était toujours couvert d'une couverture de demi-laine blanche et jamais d'une autre couleur, parce que le pain, c'est sacré, et le blanc, ça va avec le sacré. Donc, quand on amenait le pain au four sur l'épaule, il était couvert de la cuberte d'au pain, la couverture du pain. Ici, vous avez la fameuse demi-laine. Ça, c'est la demi-laine à rayures. Il y avait aussi la demi-laine unie, où vous voyez nettement, donc, le blanc, c'est le chanvre, et la laine, c'est le marron. Il faut savoir que le chanvre n'était... Dans la région, on n'avait pas la compétence pour le teindre. C'est pour ça que tout est blanc. Vous pourriez vous dire, mais pourquoi ils ne trempaient pas ça dans un peu de teindre? Le chanvre, aujourd'hui, on peut le teindre, mais à l'époque, avec les moyens qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas teindre le chanvre. C'est pour ça que le chanvre ne donnait, à la fin finale, ne donnait que des tissus blancs. Au départ, il est grège, il est écru, et plus il est bugadé, passé à la bugade, je ne dis pas lessivé, parce que la bugade, ce n'est pas la lessive au sens moderne, hein, c'est la lessive au cendre. Plus il était passé à la bugade au cendre, plus il blanchissait. Donc plus il était usé, plus il était blanc, et plus il était doux. C'est pour ça que le proverbe disait ici, que ça me vienne, quand l'ou fin sera trauca, l'ou grossier sera fin. Quand le fin sera troué, le grossier sera devenu fin. Donc, on se dit, mais comment il faisait pour porter des chemises aussi grossières? Eh bien, on l'avait écrit l'année dernière. D'abord, les riches, ils les faisaient porter aux pauvres. C'était déjà pas mal. À la Beaume, c'était le curé qui était un finoche, où il faisait porter les chemises de neuve. Celle-là, là. Il les faisait porter quelques années par les pauvres du village. Et ensuite, quand elles étaient bien usées, avec la sueur, bien, eh ben, il les mettait. Voilà. Je plaisante, mais voilà, vous avez ici quelques belles pièces. Un pantalon prêté par... c'est toi qui... Non? Par Salagon. Un pantalon en chambre, bon. Ça, c'est pas très courant. On a pléthore de chemises d'hommes et de chemises de femmes. Vous devez encore en avoir dans vos propres armoires. Alors, il faut savoir que au détour du XXe siècle, il s'est passé un grand déclic. Mon arrière-grand-mère était née en 1880. Quand elles étaient à l'école, quand elles étaient collégiennes, enfin, collège, elles n'allaient pas au collège, elles allaient à l'école des Bonnes Sœurs, ici à Castellane, de Saint-Thomas de Villeneuve. On leur apprenait la couture, elles faisaient leur trousseau. Il fallait faire le trousseau avant de se marier. Et le trousseau, c'était, pour mon arrière-grand-mère, c'était 80 chemises. Ah ben oui, ça dépendait de la classe sociale. Hein. Donc, les gens qui se prenaient au sérieux, il leur fallait 80 chemises. En 1900, elle a 20 ans, elle se marie en 1905. Et 10 ans après, son mari part à la guerre de 14. Le père, d'ailleurs, son mari, mais après la guerre de 14, ses chemises de chambre, terminées. Plus personne ne les portera. Ce qui fait que dans toutes nos familles, il s'est passé la même chose. Nos arrière-grand-mères ont fait leur trousseau en chambre, et grosso modo, elles ne l'ont jamais porté, parce qu'après la guerre de 14, on a mis du linge beaucoup plus fin, et on n'a plus porté les trousseaux qui avaient été faits. Elles les avaient faits parce qu'il fallait les faire. Hein. Peut-être qu'elles étaient bien contentes de les laisser tomber, quoi, hein. Tellement contentes de les laisser tomber qu'aujourd'hui, quand on te donne ces vieilles chemises, on te dit, voilà les chemises de lin de ma grand-mère. Et c'est faux, il n'y en a pas des chemises de lin, c'est pas vrai, c'est des chemises de chambre. Les gens, ils ont fait une croix sur le mot chambre, comme si c'était infamant. Ils ont transformé le mot en lin, sauf qu'ici, du lin, mis à part à Alos,
où on a quelques pièces de tissu qui proviennent d'Alos, qui sont en lin et qui sont très rares. Du lin, niet, il n'y en a pas. Il n'y a qu'à voir, il faut que ça brille. Le lin, ça brille, le chanvre, ça brille pas. Hein. Ça brille pas. Donc, ici, pour finir, eh bien, elle est là, la couverture pour la pâte, pour le... Voilà, elle est là. C'est ça qu'il faut mettre là. Ça, c'est la couverture du pain. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est la couverture du pain. Évidemment, marqué Graglia Pierre, puisque quand on va chez le fournier, après, on abandonne les tables à pain, c'est le fournier qui les fait cuire. Donc, tout est marqué, bien sûr. Ça, c'est du coton et du chanvre. Alors ça, c'est bien connu. Hein. On a quantité de choses en coton et chanvre. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de pelotes de réfila. Donc, on mettait un fil de chanvre et un fil de coton tordus ensemble. Et ça donnait donc ce genre de tissu. À rayures, coton, chanvre. Il y en avait toutes sortes. Et puis ça, alors, c'est le fameux œil de perdrix des trousseaux d'apparat de nos arrière-grand-mères. Donc l'œil de perdrix, c'est un petit losange avec un œil au centre. Donc ça, c'était un tissu. Le tisserand qui le tissait, il appelait ça la dette. La toile de la dette. La tela do deute. Parce que une fois qu'il s'était fait payer, il y avait perdu. Tellement ça demandait du temps. Tellement ça demandait du temps, il perdait des sous quand il faisait cette toile. Donc c'était une toile qui désespérait le tisserand, mais il la faisait quand même, hein, parce que si elle lui était commandée, il ne pouvait pas perdre le client. Mais c'était une toile qui ne lui rapportait pas, parce qu'elle était trop très longue à tisser, évidemment.